toute la même histoire, le même élément, le même background, etc. Ah oui, vous voyez du concret, là, hein, on est là, c'est quand voilà. Là, on sent que ça commence bien pour le sujet. L'idée, c'était un peu quoi. Là, on commence le sujet. Moi, ça me plaît. On parlait avant, vous voyez, c'est formidable parce que on parlait avant. Allez-y, est-ce que ça va pas poser des problèmes? On imagine, par exemple, privé qui investit pour les autres, vraiment l'USP, qui veulent essayer un peu d'improviser pour arriver à garder une distance critique par rapport à cette boîte-là, et en même temps, là, il y a des choses moi, qui me plaisent, c'est sur le processus de décision. Je ne sais pas si vous, ça vous voyez comment les décisions se prennent aussi concrètement. Ça, quelquefois, on n'a pas... sur le mode de prise de décision, c'est-à-dire par exemple, ils m'ont posé un peu de questions là-dessus, pour que quelque chose rentre en action, la décision, le côté executive power, c'est-à-dire vous décidez quelque chose, ça là-dessus un peu, est-ce que vous pouvez un petit peu parce que... La Chambre, elle est pilotée par des élus par les entreprises, des élus des commerces, des services et de l'industrie. Il y a une assemblée générale de la Chambre, qui élit un président, et c'est le président qui est à la tête de la maison. Et le président, il choisit un directeur général qui est le patron de l'ensemble des services. Donc, le directeur général ne rencontre qu'au président, théoriquement, et il préside l'Assemblée générale. Et un certain nombre de décisions relèvent de l'Assemblée générale, et puis d'autres relèvent de la gestion par le directeur général. Ce qui veut dire que le président, lui, il est entouré d'un bureau. Il y a l'Assemblée générale qui vote, par exemple, si vous dites on va passer une convention avec la région Île-de-France, ça passe en Assemblée générale, ce sont les services qui préparent le travail, ça passe d'abord en bureau, puis ensuite c'est voté par l'Assemblée générale. En revanche, si on dit, écoutez, moi j'ai décidé qu'on allait réorganiser telle direction de telle manière, ou qu'on allait faire un investissement dans tel secteur et qu'on va lancer un marché public, ou alors on est en dessous du code des marchés du seuil et on y va comme ça c'est de ma décision. Vous voyez bon. Et donc moi je suis entouré d'un COMEX, d'un comité exécutif de 10 personnes. Quand je suis arrivé à la Chambre, il y en avait 19. Je l'ai réduit à 10. 10 adjoints, si vous voulez, en fait, qui correspondent aux grandes missions de la maison, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui se réunissent tous les lundis et qui décident un certain nombre de choses. Enfin, c'est moi qui décide in fine, mais je suis plutôt adepte de l'échange. On est toujours plus intelligent à plusieurs, plutôt que d'être tout seul dans sa tour d'ivoire, et donc on débat de sujets transversaux ou de sujets même il y a parfois des sujets stratégiques qui concernent pas forcément le voisin, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis du voisin sur certains sujets stratégiques. Et les décisions se prennent comme ça, et ensuite à ce moment-là, la décision elle se met en œuvre parce que je signe une instruction à l'ensemble des directions de la maison. Ça veut dire quoi, l'ensemble des directions de la maison? La Chambre, vous savez, c'est 50 établissements différents. Pour ça, c'est une maison qui est sur un modèle totalement unique et totalement à part. Je vais essayer de vous le faire toucher du doigt. Parce que vous avez 19 écoles, parce que vous avez 8 chambres à l'intérieur de la chambre régionale, parce que vous avez des bureaux à l'étranger, parce que vous avez des filiales, parce que certaines activités comme les congrès et salons sont filialisées. Donc vous avez un process qui est complexe, qui est issu de la loi, donc de la volonté de l'État et du Parlement. Lorsque la loi a été votée en 2010, la loi elle a dit on va rapprocher et fusionner les deux chambres de Paris et de Versailles, qui étaient les deux plus grosses chambres de France, pour donner lieu à une chambre régionale qui est l'employeur unique, qui est l'entité, qui comprenait à l'époque 5200 agents. Il n'y en a plus 4200, donc je vous expliquerai comment en 18 mois on a fait partir 1000 personnes de la maison. Voilà, donc ça se passe comme ça. Est-ce que, comment dire, quel service ça va affecter, tout ça, précise. Je dis ça parce que, vous m'avez demandé tout à l'heure des choses précises. Hier soir, c'était un bon exemple, parce que c'était très précis, c'était sur la taxe d'apprentissage qui est en train d'être changée, c'est un sujet... Enfin, c'est même plus large que ça, c'est-à-dire que, étant à la tête d'une maison qui fait aujourd'hui 4200 personnes,
et qui a des activités très variées. Ça va des études économiques en passant par l'enseignement, en passant par l'accompagnement des entreprises à l'international et en Île-de-France et en passant par le secteur des congrès et des salons. Vous avez une pléiade de métiers. Et donc, voilà Franck. Et une pléiade d'acteurs. Et moi, ce que j'ai trouvé en arrivant il y a 4 ans dans cette maison, c'est la nécessité de pouvoir communiquer directement avec... bonjour Franck, merci de m'accueillir dans ta maison. De pouvoir communiquer directement avec l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un dialogue social nourri avec les syndicats. Par exemple, hier matin, j'ai passé 2h30 avec les syndicats. Et puis, au sortir de la réunion, j'ai envoyé un message aux 4200 collaborateurs pour leur expliquer le contexte dans lequel on est, du fait de décisions de l'État ou du gouvernement sur un certain nombre de politiques, que ce soit la réorganisation de notre action en termes de commerce extérieur et à l'international, les actions à l'exportation, puisqu'on est très concerné, que ce soit également en termes d'évolution de l'apprentissage, parce que Muriel Pénicaud est en train de préparer sa loi qui va arriver au Conseil des ministres début avril, et on a 15 000 apprentis à la Chambre, donc on est le premier opérateur en Île-de-France en nombre, hein, au sein des 80 000. Voilà. Thomas, 21 ans, Le Plessis-Pâté. Je suis étudiant en électronique et informatique industrielle au CFA des Sciences. C'est une école en partenariat entre la CCI Paris-Île-de-France et Sorbonne Université. J'ai du mal, excusez-moi. Pendant toute la durée de ma formation, je vais faire de l'apprentissage, donc pendant les 3 ans. L'école est divisée en 3 pôles, l'électronique informatique, la qualité environnement, ingénierie mathématiques. La plupart des anciens travaillent comme ingénieurs ou chefs de projet. 94% de réussite aux examens et 91% d'insertion professionnelle. C'est une école qui est entièrement en apprentissage. C'est un rythme où on fait une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Il y a un peu plus de 500 apprentis dans l'école et nous, dans notre formation, on va bientôt partir à l'étranger. L'avantage du CFA des Sciences, c'est qu'il est situé au cœur de Sorbonne Université. On y rencontre des tas de gens d'autres formations tellement la fac est immense. On peut avoir accès à des Fab Labs, on peut avoir accès à des bibliothèques. Sur mon temps libre, je travaille pour une association. Grâce à ma formation d'ingénieur, j'ai appris à utiliser plein de compétences, que ce soit l'impression 3D, l'électronique. Aussi bien en matière de création d'entreprise, le gouvernement... le Premier ministre a annoncé que maintenant, on allait pouvoir créer son entreprise en un clic. Très bonne idée, bien évidemment. Mais moi, par exemple, j'ai 100 personnes qui sont dans les centres de formalité des entreprises, c'est-à-dire ces services où vous allez, parce que ça fonctionne comme ça aussi depuis des décennies, quand vous changez la raison sociale de l'entreprise, quand vous voulez obtenir une carte de commerçant non sédentaire, quand vous voulez changer la forme de votre société, vous faites une déclaration au CFE, et c'est le CFE qui ensuite irrigue l'URSSAF, les impôts, toute une série d'autres administrations et services de l'État. Ce sont des changements qui sont importants, qui concernent la vie quotidienne des collaboratrices, collaborateurs de cette maison. C'est normal qu'on les informe le plus possible en temps réel. Merci à tous d'être venus pour ce CEO Studio un peu particulier. Alors, ça commence très très bien puisque on a eu un exemple pendant quelques minutes de ce qu'allait être le cours CEO Studio, puisque Étienne Guyot, donc directeur général de la CCI, sans transition, without further ado, comme disent nos amis anglo-saxons, a pu commencer à répondre aux questions des étudiants directement qui ont hâte d'en découdre avec a priori des choses concrètes. Donc, qui ont fait beaucoup de théories et là, ils ont été servis puisque je crois que les apports et les précisions d'Étienne Guyot ont été particulièrement, au niveau de la gouvernance notamment, particulièrement précis et intéressants. Alors, ceci au studio, qui c'est un cycle de conférences, mais ça devient à la rentrée, ça devient un électif. Donc, on espère vous y voir nombreux pour répondre notamment à ce besoin de concret. Mais là, c'est vraiment un exemple. On va voir ce concret par j'allais dire, un très fin limier de la fonction publique. Donc là, vous allez avoir des éclaircissements. C'est important parce que ceci au studio, donc, qui est un cours qui a été co-conçu, c'est une première quand même avec des alumni et des professeurs. Des professeurs bien sûr, mais également des alumni, de l'ESCP Europe,
Et donc, dans une optique de répondre à des soucis de concret, donc qu'ont les étudiants, de participation, n'est-ce pas? Et donc voilà, on espère que ça va répondre à vos attentes, enfin, ce que certains d'entre vous ont exprimé récemment, donc c'est aussi pour y répondre. Il faut savoir que c'est une des raisons pour lesquelles on a mis ça en place, c'est pour que vous appreniez à anticiper. Un peu. Anticiper, c'est-à-dire, comme disent les grands sportifs, je pense à un grand joueur de hockey, non pas où la balle se trouve, mais où la balle va se trouver. Donc, anticipation. Hein, ça, c'est important. Une autre notion, c'est sur le parcours, on va y venir, d'un dirigeant. À quel moment est-ce que le dirigeant s'est dit, voilà, ça peut être tôt dans la carrière, ça peut être un peu plus tard, à quel moment s'est déclenché cette vocation? Je vais être dirigeant, j'ai envie d'être dirigeant, enfin j'ose avouer que je souhaite diriger. Bon, c'est pas simple, et c'est un moment important, et comment ça peut germer dans la carrière. J'en profite, puisque je vois la présence non seulement de professeurs, de membres de la direction. Ben aujourd'hui, on est vraiment, alors là, on a des membres de la direction, des étudiants, de la chambre de commerce, du personnel de l'école. Donc au sens large, on voit que toutes les familles de l'école sont réunies, donc on a vraiment là un moment privilégié, c'est important. Et alors je salue au passage, je ne vais pas saluer tout le monde, mais je vois notre directeur général Franck Bournois, on en parlait avant, qui a de nombreuses qualités, mais notamment une, c'est à 180 degrés. Quand on va voir Franck Bournois, c'est pas pourquoi faire, c'est pourquoi pas. Et il vous enjoint notamment, puisque si vous avez une bonne idée, d'essayer de la mettre en place. Et ça, c'est important, parce que c'est une manière aussi d'envisager, qui est parallèlement, vous le savez peut-être, un très grand spécialiste de la dirigeance en France. Je pense que Franck a dirigé de nombreuses thèses sur la dirigeance, et on est à un moment donc charnière de l'école, et on entre en application. Et c'est ce CEO Studio, je pense que c'est un bon exemple, de choses innovantes, il n'y a pas que ça, qu'on met en place dans l'école. Vous l'avez vu, beaucoup d'accords, je vois la présence notamment de Léon Loluza, beaucoup d'accords par rapport à l'international, la présence d'Andreas Kaplan, que vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir comme professeur, directeur du campus de Berlin. Très important cette dimension européenne, donc les campus se développent avec une grande autonomie, et Andreas Kaplan est un exemple de développement, donc pour qu'on devienne une marque internationale notamment. Voilà. La présence de Joëlle Levourche, notre pionnière, première femme diplômée de l'école, c'est quand même pas rien. Donc je regarde là, on oublie toujours des gens. Fabienne Gueuzer, bien sûr, qui est là-bas. Fabienne Gueuzer, éminent professeur, et qui va être un des enseignants principaux du CEO Studio, avec également le professeur Philippe Gabillet. Enfin là, je vois donc, je salue également la présence de Gilles Gouteux, parce que Gilles, faut quand même le dire, aide à énormément d'organisations de manifestations. Enfin là, on a un échantillon, c'est assez formidable, de partager ça aussi avec Étienne Guyot, c'est-à-dire d'un peu toutes les familles de l'école qui sont présentes. Alors, without further ado, sans plus attendre, je crois que moi j'avais prévu de commencer avec quelques questions, mais finalement, comme c'est un peu original, la conférence a commencé un peu avant, qu'Étienne Guyot nous a éclairé sur un certain nombre de choses, je crois que je vais laisser la parole là aux étudiants, je reviendrai après moi, peut-être pour quelques questions, directement, pour enchaîner. C'est ainsi au studio un peu, vous voyez, vous souleviez les choses tout à l'heure, nous on commence directement, on cède un peu le pouvoir assez rapidement aux étudiants, si on peut dire. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lederman.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus à ce CEO Studio, 5e conférence de l'année 2018 et de la saison de Tribune. Après avoir accueilli un général 5 étoiles, un ancien Premier ministre, Manuel Valls, Christophe Barbier, qui est journaliste, et le PDG d'Euronext, l'ensemble de l'équipe Tribune souhaiterait remercier Monsieur Étienne Guyot d'avoir accepté notre invitation et souhaiterait remercier Monsieur Alexandre Lederman pour nous avoir permis d'organiser aujourd'hui cette conférence. Je vais maintenant tenter de dresser votre portrait, Monsieur Étienne Guyot, brièvement. Vous naissez en 1962, sortez diplômé de l'IEP de Paris en 1984 et étiez sur les bancs de l'ENA, promotion Michel de Montaigne. Certains diraient pourtant que vous êtes un modèle républicain de réussite, dont la carrière politique est toute tracée. Pourtant, c'est dans l'administration publique que vous vous engagez, et plutôt que d'être politique, vous les côtoyez. Vous devenez conseiller auprès de Nicolas Sarkozy en 2002, puis conseiller de Dominique de Villepin en 2004. On dit que vous êtes un homme de transport. Vous êtes, durant votre carrière, conseiller auprès du ministre des Transports et de l'Intérieur, puis en charge de la construction du Grand Paris Express. Homme de transport vous êtes, espérons que vous n'êtes pas plus Vélib que métro, sans quoi vous ne seriez pas là. On dit que vous êtes un... Tant mieux. On dit que vous êtes un homme de dialogue et de consensus, et je laisse le soin à mes deux camarades, Manon et Gabriel, de vérifier cela. Ces compétences, vous les avez acquises lorsque vous gérez le Fonds national de l'aménagement du territoire à la Datar, lorsque vous devenez préfet du Gers, des Landes, de Meurthe-et-Moselle, puis directeur du cabinet du ministre des collectivités territoriales. Qui eût pensé qu'en une seule carrière, il était possible d'enchaîner tous ces postes et finalement devenir directeur général de la CCI de Paris? Eh bien nous, à Tribune, nous avons été étonnés. Avant de vous donner la parole, je souhaiterais remercier au nom de toute l'équipe Tribune, nos partenaires EY et le Journal des Grandes Écoles. Et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci. Alors, Monsieur Guyot, comme on l'a rappelé, vous avez eu des postes en administration centrale, également des postes préfectoraux, puisque vous avez été à 3 reprises préfet. Vous avez également été directeur de cabinet ministériel. Dès lors, vous êtes plutôt bien placé pour répondre à ma question. Donc, la région et le département étant à la fois des autorités déconcentrées de l'État, mais aussi des collectivités territoriales décentralisées, qui gouvernent véritablement. Et également, en tant que préfet, est-ce que vous avez un certain niveau d'indépendance ou êtes-vous totalement pieds et poings liés à l'État? Alors, qui gouverne? Notre organisation en France, mais avant de vous répondre, juste quelques mots quand même pour dire que ça me fait vraiment plaisir d'être là. D'une part parce que j'ai l'impression d'être un peu dans ma maison. Et je voudrais vraiment saluer mon ami Franck et lui dire on travaille ensemble depuis un peu plus de 3 ans maintenant et à quel point je suis heureux qu'on fasse ce bout de chemin ensemble. Saluer aussi beaucoup de visages amis. Je ne vais pas reciter tout le monde, remercier Alexandre de son invitation, mais vous dire que c'est un vrai plaisir parce que c'est vous qui allez être aux manettes bientôt. C'est vous, la génération montante. Et moi, je crois beaucoup aux vertus de l'échange. Je crois beaucoup aussi aux questions, parce que j'aimerais bien, c'est que quand cette séquence sera terminée, il n'y ait pas de questions rentrées. Et je vous répondrai avec toute la franchise possible, sans langue de bois. Et puis, quand je ne saurais pas répondre, je vous dirai je ne sais pas répondre. Mais ça sera aussi simple que ça. Voilà, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Pour revenir à votre question, qui gouverne? On a une organisation qui est complexe en France, qui est fondée sur 2 niveaux. D'un côté, le niveau de l'État, avec la déconcentration que vous avez rappelé, hein, le préfet dans la région, dans les départements, il représente le gouvernement et chacun des ministres. Ça, c'est ce que dit la loi. Et puis en face, vous avez les collectivités territoriales qui sont montées en puissance depuis la décentralisation votée en 1982 et qui prévoit que l'État transfère ou a transféré des compétences qu'il exerçait auparavant, puisque avant 81, le préfet était l'exécutif du département. Bon. Donc un système parallèle
avec des compétences différentes et qui est monté en puissance du côté des collectivités territoriales. Depuis 30 ans, les collectivités sont maintenant très très puissantes, ce qui fait que parfois même l'État, quand on regarde la montée en puissance des collectivités, l'État a été amené à se réorganiser en permanence, mais on est sur des champs de compétences qui sont différents. Pour revenir sur ça, donc le préfet a un rôle, bien sûr, de regarder si c'est légal, si... C'est pas son seul rôle, hein. Le préfet, Voilà. il est d'abord en charge de l'exécution des lois. C'est exactement sur C'est son premier job. Hein. Son premier job, il est là pour faire appliquer la loi. Donc, quand vous regardez les compétences du préfet, c'est vertigineux parce que vous avez 5 volumes. Moi, je les connais même pas toutes. Hein. Je veux dire, c'est pas possible. Hein. Mais le préfet, il est un peu à toutes les sauces dans l'application de la loi, et y compris le fait de faire appliquer la loi par les collectivités territoriales et la possibilité de saisir les juges. Et puis, il est en charge de l'ordre public. Hein. Avec le maire, l'autorité fondamentale en charge de l'ordre public, c'est le maire de la commune. Le maire, il a quatre compétences fondamentales: sécurité, salubrité, tranquillité, ordre public. Mais tout ça, il le fait aussi sous le contrôle du préfet. Donc ça, c'est une de ses responsabilités fondamentales. Et puis, il a toute une série de responsabilités dans le domaine économique. Par exemple, les préfets de région, ce sont eux qui négocient les contrats de plan avec le président du conseil régional ou la présidente. Une série de responsabilités aussi dans le secteur de l'immigration. Ce sont des sujets qui montent de plus en plus en puissance. Et en fait, le métier de préfet, il a beaucoup évolué vers les sujets de sécurité, hein, les sujets aussi de crise. Je vous dirais peut-être un petit mot, parce que les crises dans la vie d'un préfet, c'est quelque chose de difficile. Il faut être humble, et en même temps, ça fait partie du cœur du métier. Quand j'étais préfet des Landes, j'ai eu à déclencher un plan Orsec parce que il y avait la tempête Klaus. 24 janvier 2009, vous vous retrouvez à 7 heures du matin, 90% du département n'a plus d'électricité. Et vous avez des arbres partout parce que c'est un département, donc vous pouvez plus circuler, vous pouvez plus téléphoner, vous pouvez plus envoyer de mail, vous pouvez plus envoyer de fax. Et puis comme vous n'avez plus d'électricité, très vite vous n'avez plus d'eau, puisque les pompes, les châteaux d'eau fonctionnent avec des pompes électriques, donc vous êtes obligé de distribuer des milliers de bouteilles d'eau. Vous envoyez des dominici dans les communes comme vous pouvez. Donc la dimension de la crise, elle est absolument fondamentale. Et c'est aussi bien crise sociale, que ce soit les agriculteurs qui vous mettent du fumier et qui allument un incendie dans la préfecture, ce genre de choses, ça j'ai vécu, que ça soit une prise d'otage, ce qui m'est arrivé aussi, que ça soit un plan Orsec, que ça soit un autocar qui se renverse et vous déclenchez un plan blanc parce que vous avez un nombre de victimes absolument incroyable. Donc voilà, donc la dimension crise, elle est de plus en plus montée en puissance. Et donc justement, vous êtes, comme vous l'avez dit au début de cette intervention, une sorte de dilution de l'autorité de l'État. Et y a-t-il parfois de possibles désaccords avec l'État ? Si par exemple quelque chose ne vous plaît pas, est-il possible... Vous ne pouvez pas être en désaccord avec l'État parce que vous représentez l'État. Voilà. Vous êtes modestement, je veux dire, hein, c'est pas Louis XIV, hein, mais vous êtes l'État dans un département, dans une région. Ça, c'est le principe. Et vous êtes considéré comme tel. C'est-à-dire que c'est d'abord la fonction qui fait l'homme dans ce type de métier. Donc vous ne pouvez pas être en désaccord avec l'État parce que vous êtes l'État. En revanche, vous appliquez les instructions du gouvernement. Vous avez des pouvoirs propres. Et puis sur un certain nombre de sujets, vous recevez des instructions et vous faites remonter l'information au gouvernement, au ministre. Et quand vous représentez chacun des ministres, effectivement, il faut toujours faire attention à ce que les décisions que vous prenez sont en phase avec les politiques de Paris. Mais nous vivons sous le système de la déconcentration. C'est-à-dire que les administrations centrales de l'État ont choisi de déconcentrer leur pouvoir au niveau régional ou départemental. Donc ce qui a été déconcentré ne peut pas être repris. Le ministre peut pas prendre à votre place un arrêté préfectoral, parce que c'est vous qui êtes seul compétent pour le faire. En revanche, le ministre peut très bien vous dire, écoutez, sur tel sujet d'entreprise en difficulté, je vous demande de faire le maximum pour que, je sais pas moi, les procédures collectives se passent de la manière la plus satisfaisante qui soit. Donc les cabinets ministériels, les administrations centrales de l'État, sur un certain nombre de sujets, sont présentes, mais vous êtes quand même très autonome quand vous êtes préfet. Vous êtes loin de Paris. Vous êtes toujours sous la surveillance, mais vous êtes loin. Les chambres de commerce et d'industrie ont énormément de missions.
mais en même temps, depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement de réforme qui fait que les ressources qui sont attribuées par l'État aux chambres de commerce diminuent. Et donc, à tel point que, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie a été contrainte de supprimer des postes et de faire fusionner des écoles. Et donc, quel est l'avenir des chambres de commerce et d'industrie sans ces moyens de l'État? Et est-ce qu'on pourrait aller vers une privatisation de certains services? Il faut donner des sels et du vinaigre à Franck. Je vous taquine. Je vais préciser un peu. Oui. Et est-ce qu'on irait vers une privatisation de certains des services, de les rendre payants de certains de ces services qui sont apportés aux entreprises justement pour pouvoir faire face à cette baisse de ressources? L'État a considéré qu'il voulait booster le dispositif d'aide aux industries, aux entreprises, au commerce. C'est justifié et c'est parfois... on s'interroge parfois. Je m'explique. C'est justifié parce que quand vous percevez de la fiscalité de la part de l'État, et donc des impôts que paient les entreprises, ce qu'on appelle la taxe pour frais de chambre, c'est une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la cotisation foncière, donc c'est voté par le Parlement tous les ans. Il est normal que vous rendiez des comptes, et on rend des comptes parce que les chambres sont des établissements publics d'État, sous tutelle de l'État, tutelle du préfet, et on rend des comptes tous les ans. Mais l'État a considéré que dans le cadre de l'évolution institutionnelle d'une part et de l'évolution concurrentielle d'autre part, le rôle des chambres de commerce et d'industrie, qui n'est pas remis en cause, devait toutefois être challengé. Je m'explique. La décentralisation. Vous confiez le développement économique à la région. Les collectivités territoriales ont des compétences dans le domaine du développement économique. La région, les métropoles, les départements les ont perdues. Donc l'État a fait le ménage au sein des collectivités territoriales, mais vous avez parfois des services que rendent les collectivités territoriales à titre gratuit, là où nous avions des services payants. Exemple de sujet d'interrogation. Deuxième exemple, vous avez aujourd'hui le développement du secteur privé sur toute une série d'activités, aussi bien de conseils, vous avez des entreprises qui aident à la création, qui aident à la transmission, vous avez donc le privé qui est présent et le privé qui est très attentif à ce que des établissements publics de l'État qui perçoivent de la fiscalité ne faussent pas la concurrence. Bon. Deuxième motif. Et puis vous avez des attentes des entreprises qui sont très, très importantes et qui évoluent, d'avoir des services extrêmement concrets, à valeur ajoutée. Et puis quand, je reprends l'exemple de tout à l'heure, quand le gouvernement vous dit, écoutez, maintenant vous allez créer votre entreprise en un clic, en une demi-heure, sur le net, vous aurez créé votre entreprise, naturellement ça challenge les modèles qui parfois qui peuvent parfois sembler un peu dépassés à nos politiques. Bon. Donc c'est normal que l'État s'interroge avec les gouvernements. Alors, ce qui a été compliqué, c'est la brutalité du dispositif. Je vous parle un tout petit peu de notre maison. La Chambre de Paris, et c'est pas du tout en termes de plainte, hein, c'est pas Cosette qui s'épanche, vous inquiétez pas. C'est vraiment, ce sont des éléments de constat. La Chambre de Paris Île-de-France, elle a perdu en 3 ans 300 millions d'euros. C'est-à-dire que 150 millions d'euros de fiscalité, l'État a dit, ça a concerné toutes les chambres de France et de Navarre, mais comme on est la plus grosse, on a été la plus touchée. Et puis, elle a eu un prélèvement sur sa trésorerie de 150 millions d'euros. Bon. Et donc, vous vous retrouvez, en 3 ans, c'est le moment où je suis arrivé, avec la nécessité de faire face. Et comme on est établissement public d'État, logiquement, vous ne pouvez pas être en déséquilibre. Si votre budget est en déséquilibre, le préfet de région, il peut prendre la main et dire, écoutez, moi je prends votre place et c'est moi qui vais régler vos affaires. Alors, les préfets, ils n'ont pas forcément le goût pour faire ça et puis ils font confiance, mais vous passez quand même des accords. Et notre maison a dû donc retrouver son équilibre d'exploitation en 3 ans, 2014, 2015, 2016, et en 2017, on a retrouvé notre équilibre d'exploitation. Donc on a montré à l'État qu'on était capable, et pour retrouver cet équilibre d'exploitation, il a fallu se transformer. C'est pas seulement se réformer, c'est se transformer de fond en comble. Et là, je vais entrer dans quelques éléments concrets de ce que l'on a pu faire. Se transformer sous le double effet donc de l'institutionnel, de l'attente des privés, de la concurrence. Quand vous regardez le poids que représente la masse salariale
dans la Chambre de Paris-Île-de-France, ça représente aujourd'hui 51%, mais il y a quelques années, c'était beaucoup plus. Il a fallu engager des mesures de départ. Et en 18 mois, 1000 collaborateurs ont quitté la Chambre, 20% de l'effectif. C'est vertigineux quand vous vous dites ça. 700 départs sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on a dit, on lance un plan, toute personne qui veut partir, où qu'elle soit à l'ESCP, qu'elle soit à Noventia, qu'elle soit à la Chambre du 93, qu'elle soit au bureau de Moscou, toute personne qui veut partir pourra partir. On ne fera pas de difficultés, et vous partez avec, en fonction de votre ancienneté, avec, j'allais dire, une prime de départ qui peut aller jusqu'à 18 mois de salaire et qui a permis de faire tomber la pression. Moi, quand on a eu 6 mois, on a ouvert cette possibilité pendant 6 mois, au bout de 6 mois, il y avait 700 personnes. C'est considérable. Hein. Vous vous dites 700 personnes qui partent, ça vous interroge quand même. Hein. Vous dites, ça vous interroge. Est-ce que les gens croient encore à la lumière de la Chambre ? Et quand vous regardez un peu le profil des gens qui sont partis, les gens, ils avaient en moyenne 45 ans, donc pleine force vive. Hein. L'activité. Donc vous perdez aussi des qualités intellectuelles et des forces vives très importantes. Mais c'est pas grave, on a surmonté, on y est arrivé. Donc vraiment, moi je suis un optimiste, pas de problème. On y est arrivé, 700 personnes qui sont parties, certaines personnes ont dit, bah écoutez, moi je cherche un emploi, j'ai 6 mois, et une fois que j'ai retrouvé un emploi, je m'en vais et je pars. D'autres ont dit, je pars avec un pécule, j'ai pas encore trouvé ce que je ferais, mais je retomberai sur mes pieds. Certains ne sont pas retombés sur leurs pieds. Et puis d'autres qui ont dit, moi j'ai un projet perso. Certains ont voulu ouvrir des gîtes, ont voulu ouvrir un refuge en montagne, enfin, vous avez de tout, et sont partis. Bon. Et on a réussi à diminuer une forte pression budgétaire et financière, d'abord de cette manière-là. Mais pas seulement, parce qu'on a aussi modifié complètement notre fonctionnement. L'organigramme, l'organisation de tous les établissements a été revue, notamment dans le secteur de l'accompagnement des entreprises, donc dans les chambres départementales et territoriales. Exemple très concret, la chambre de Versailles a perdu 30 agents, la chambre de Paris a perdu 30 agents. Et donc vous perdez des compétences. Vous perdez des compétences, donc vous arrêtez des activités. Donc on a arrêté concrètement des activités. On a arrêté concrètement toute une série d'instituts qui étaient dans le domaine de la recherche. L'IRPI, le CREDA. On a arrêté aussi un service qui était très prisé par les étudiants. C'était le service d'information et d'orientation des étudiants. Et puis, on a surtout totalement revu les lignes hiérarchiques. Là où vous aviez parfois une maison avec ses 50 établissements très lourdes, très hiérarchisées, où pour prendre une décision, il fallait demander à votre supérieur qui demande à son supérieur qui demande à son supérieur. On a supprimé des lignes hiérarchiques. Et de ce point de vue-là, on est arrivé à retomber sur nos pieds. Mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que il a fallu diminuer de l'investissement. Cette maison investissait 60 millions d'euros par an il y a encore 4 ans. On est tombé à 25. Et vous êtes obligé de garder un minimum d'investissement. Non seulement des investissements courants, dans l'informatique, dans l'immobilier. Quand vous avez des restaurants à Ferrandi. Je m'appelle Elliot Kosla, j'habite à Paris et j'ai 18 ans. Je suis étudiant en première année à Ferrandi Paris, une école de la CCI Paris-Île-de-France. C'est une école qui est bientôt centenaire. Il y a des formations du CAP au Bac+6 qui couvrent tous les métiers de la gastronomie et du management hôtelier. Dans la gastronomie, il y a plein de débouchés dans des très beaux restaurants, dans des très belles pâtisseries, dans des très belles boulangeries. Et donc pour le management hôtelier, on a plein d'autres débouchés. Directeur d'hôtel, directeur de restaurant, on aura aussi manager F&B. À Ferrandi, on a des enseignants de très grande qualité. On a même certains meilleurs ouvriers de France. De temps en temps, des très grands chefs qui viennent travailler avec nous. Bonjour chef, Ferrandi a un grand réseau de professionnels qui sont prêts à accueillir les élèves pendant et après leur formation pour leur offrir de super belles opportunités de travail. 90% de nos élèves réussissent une insertion professionnelle dès la sortie de l'école. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice pour former un groupe qui reste soudé, qui travaille ensemble et qui devient au final une vraie équipe plutôt qu'une classe. Ce serait créé par exemple, chacun rêve de pouvoir accomplir un projet personnel. Quand vous avez des restaurants dans les établissements, vous êtes obligé d'avoir des investissements de sécurité. Quand vous avez l'État qui vous dit « je vous demande de mettre aux normes
accès handicapé, tous vos établissements, vous êtes obligés d'avoir un plan et de respecter ce que vous demande l'État. Donc il a fallu faire des choix, et vous avez aussi la nécessité de pouvoir maintenir des investissements de développement. Bon, donc des arbitrages ont été faits. On a décidé à ce moment-là aussi de fermer une école, Novantia, et Novantia n'a pas fusionné avec ESCP. C'est là où je précise des choses. C'est très important. ESCP a repris le campus de Novantia à Montparnasse, qui est un superbe campus. Voilà, je pense que vous le connaissez, mais c'est vraiment un très très beau campus, ce qui donne des chances de développement très fortes à ESCP. Et en même temps, on a dit, on arrête une offre de formation d'une business school qui n'était pas une des 3 grandes, mais qui était une business school qui, tous les ans, formait quand même un peu moins de 2000 personnes, avec un corps enseignant aussi de qualité. On a dit, on arrête une offre de formation dans le paysage francilien. Et ça, on a dit ça au pouvoir public. On a dit, mais vous nous faites prendre des décisions, on les prend courageuses. On ferme des activités, on ferme des services, on revoit tous nos process. On a revu tous nos process. Quand je dis les process, c'est quoi? C'est les achats, c'est le marketing, c'est la communication, c'est les marchés d'énergie, c'est les marchés de déplacement. On a passé en revue tout ça. Et c'est Patrick Martinez, qui est mon bras droit, qui est un garçon formidable, qui était à la manœuvre pour assurer cette transformation. On a repris tout ça. On a réussi, en 3 ans, après ces pertes considérables, 300 millions d'euros, c'est considérable, à rétablir l'équilibre d'exploitation et à repartir avec un certain nombre de projets, je vais y revenir, dans le domaine de la transition numérique pour les entreprises, avec les digiteurs, dans le domaine du commerce, dans le domaine du Grand Paris. On a donc lancé toute une série de projets alternatifs montrant que, eh bien, on avait cette capacité de rebond. Donc il y a eu une phase de repli, j'allais dire 2015-2016, de façon un peu simpliste, j'ai appelé ça repli-rebond. Et phase de rebond en 2017 qui nous a permis d'aller de l'avant. En même temps, on a décidé d'accélérer l'autonomisation. L'autonomisation d'HEC, 1er janvier 2016, et puis on s'est dit, on y va pour ESCP Europe, parce que ça va à la fois donner plus de possibilités de déploiement à l'école, l'autonomisation étant un outil au profit de l'école et des étudiants et de l'enseignement, et puis ça va responsabiliser davantage, y compris en faisant venir des partenaires privés, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure. Donc c'est tout ça qui a été fait. C'est un travail qui a été mené de façon de moine bénédictin, avec des plans de transformation sur les différents, selon les époques. Et comme c'était pas suffisant, ces départs volontaires, en avril 2016, la Chambre a décidé de supprimer 315 postes, qui ont donné lieu à des dizaines de licenciements. On a réussi à reclasser un certain nombre de personnes, puis un certain nombre de personnes qui n'ont pas voulu être reclassées. On a fait au moins 3 offres à chacune des personnes. Parfois, les personnes ont dit non, j'ai 3 propositions, mais je ne prends pas. Donc là, on s'est dit, écoutez, on n'a pas d'autre solution que vous licenciez, mais les personnes qui ont été licenciées sont accompagnées par des cabinets d'outplacement. Donc on a fait les choses de façon extrêmement rigoureuse et de la façon la plus respectueuse des droits des personnes, mais dans un contexte où, quand on vous coupe les cordons de la bourse, vous n'avez pas le choix. Hein ? Bien, merci pour ces éclaircissements sur la CCI. Et on va revenir peut-être sur un projet que vous avez déjà évoqué et dont vous avez été en charge, le Grand Paris. Le futur de Paris et sa région se dessine maintenant. Comment rester une des métropoles les plus attractives au monde? Comment développer une région capitale intense, harmonieuse, équilibrée? En imaginant, en construisant ensemble le Grand Paris. Le Grand Paris, des territoires mieux connectés par 200 km de métro en rocade. Le Grand Paris, un habitat plus solidaire avec 70 000 nouveaux logements par an. Le Grand Paris, une ville plus verte avec 1 million d'arbres plantés. Le Grand Paris, des pôles d'activité plus compétitifs au service de l'innovation et de l'emploi. Le Grand Paris, une cité plus rayonnante. Culture, architecture, art de vivre. Le Grand Paris,
une ville plus accessible, ouverte sur le monde. Faisons avancer ensemble le Grand Paris. Toujours plus durable, plus innovant, plus intense. Alors, Monsieur Guyot, le Grand Paris est-il en bonne voie? Comment est-ce qu'on finance un tel projet? Et est-ce que peut-être l'organisation des JO permettra de peut-être faire des travaux plus rapidement? Est-ce qu'il y a des possibilités de financement? Qu'en est-il? Oui, le Grand Paris est en bonne voie. Le gouvernement et le Premier ministre ont rendu récemment des arbitrages sur la réalisation du Grand Paris Express. Je vais vous en dire un mot. Mais le Grand Paris, c'est un formidable projet collectif pour lequel vous avez déjà un consensus politique. Il y a peu de projets dans notre pays qui emportent l'accord de la droite, de la gauche, du centre, premièrement. Un consensus entre les collectivités et l'État. Un consensus entre les acteurs publics et les acteurs privés. Donc, ce pays qui, pendant longtemps, a souffert d'un manque de perspective collective, il a un projet collectif, et c'est un projet collectif qui n'est pas payé par tout le pays. C'est un projet collectif qui est payé par l'Île-de-France. C'est très important, ce que je dis, parce que vous savez qu'au Parlement, vous avez davantage de députés de province que de députés d'Île-de-France. Et donc, si vous dites à un Marseillais qui va payer pour le métro du Grand Paris, ça ne va pas beaucoup lui plaire. Donc, ce sont les Franciliens qui se paient leur métro du Grand Paris. Je pourrais y revenir. C'est un projet qui est en bonne voie, mais qui est un projet complexe. Par sa dimension, c'est la première fois depuis, j'allais dire, Haussmann et de l'Ouvrier, que l'État et les gouvernements successifs décident de mettre en mouvement de cette manière-là l'ensemble de la région capitale. Dans une logique, non seulement de développement économique, c'est la première raison du projet du Grand Paris, c'est pour ça que c'est très important pour nous, l'économie. Dans une logique aussi d'amélioration de la vie quotidienne de millions de gens, et dans une logique d'attractivité internationale de notre pays via la région capitale. Développement économique, pourquoi? Je commence par ça, parce que la loi Grand Paris, que personne n'a remis en cause, en dépit des changements de gouvernement, elle dit que on va mettre en mouvement le développement économique de l'Île-de-France sur deux fondements. D'abord, la création d'un nouveau réseau de transport en commun, automatique, rapide, 200 km de lignes de métro automatique, avec 68 gares. Bon. La loi, elle dit que ça sera payé par l'État. Et j'y reviendrai. Et puis, la loi vous dit, on va créer 70 000 logements. Il y a un gros problème de logement en Île-de-France, notamment un gros problème de logement intermédiaire. On a besoin de loger les gens. Et quand vous voyez les perspectives démographiques de l'Île-de-France, on aura quand même à peu près 1,5 million d'habitants en plus d'ici 2030. Il faudra bien les loger. Et puis enfin, la loi, elle crée des outils pour développer ce projet. Elle crée la Société du Grand Paris, qui est l'opérateur d'État, un EPIC de l'État, chargé de construire le métro. Il peut être aussi aménageur. Elle crée aussi l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, avec l'ambition de faire de Saclay le premier centre de recherche et, j'allais dire, d'enseignement supérieur en Europe, en concentrant sur le plateau les écoles, les centres de recherche et en urbanisant aussi le plateau. Donc ça, c'est l'épine dorsale du projet du Grand Paris. Les choix qui ont été faits par le législateur en 2010, c'est l'État qui finance l'infrastructure. C'est une vraie question. Parce que quand vous interrogez, ou plutôt quand les étrangers vous interrogent, moi il m'est arrivé dans mes précédentes fonctions, en déplacement au Moyen-Orient, il y a un conseiller français d'un prince des Émirats qui me dit « Moi, je vous achète 20 gares. » C'est très gentil, mais elles ne sont pas à vendre, parce que je ne peux pas. Je ne peux pas vous vendre 20 gares. Il me dit « Ah bon, mais c'est quand même bizarre, parce que... » Oui, mais ça, le modèle économique, ce n'est pas celui qui a été choisi à Dubaï ou à Singapour ou à Hong Kong, où vous avez un opérateur qui est chargé de construire un métro et qui se rémunère avec les aménagements, la charge foncière qu'il vend et les opérations de logement et d'équipement. En France, ça n'est pas le choix qui a été fait. Pourquoi? Parce que d'une part, ce n'est pas dans notre tradition, c'est beaucoup plus anglo-saxon que français. Et puis surtout, quand vous regardez le paysage parcellisé de l'Île-de-France.
Quand vous vous dites le Grand Paris, quel numéro de téléphone? Est-ce que c'est la Société du Grand Paris? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la métropole du Grand Paris? Est-ce que c'est la ville de Paris? Est-ce que ce sont les établissements publics? Parce que vous avez des établissements publics puissants en Île-de-France, d'aménagement. Et quand quelqu'un vous dit, dites-moi où faut que j'investisse, à qui je dois appeler, c'est un sujet. D'où les attentes très fortes d'ailleurs que l'on a en direction du président de la République et du gouvernement, Édouard Philippe, sur la réorganisation institutionnelle du Grand Paris qui devrait sortir prochainement. Mais donc c'est d'abord un projet de développement économique parce que Christian Blanc, qui est le père de la loi Grand Paris, il a dit nous devons relier entre eux les clusters économiques. Les clusters, c'est quoi? C'est la Défense, la Cité de la Finance, c'est vers Marseille, tout ce qui concerne le pôle de la ville durable, c'est tous les pôles aéronautiques vers le Bourget, c'est toutes les industries dans le secteur de l'agroalimentaire et de la pharmacie et la pharmaceutique au sud du Val-de-Marne, etc. Donc vous avez 8 clusters reliés par le métro du Grand Paris. Avec l'idée que vous allez relier ces clusters sans passer par Paris. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Dans notre pays, on a construit le périphérique, puis ensuite on a construit la 86 et puis la 104. On a fait donc des autoroutes circulaires autour de Paris, et pour la première fois, on va faire des transports ferroviaires en cercle autour de Paris, qui vont permettre aux personnes qui habitent à l'Est, parce que la majorité des logements sont à l'Est, et qui vont travailler à l'Ouest, de pouvoir rejoindre leur lieu de travail sans passer par Paris. Donc vous allez désengorger Paris, vous allez désengorger les RER, vous allez désengorger les routes. Donc c'est une infrastructure absolument indispensable. Et ce qui est tout à fait indispensable, c'est de la faire dans son intégralité, parce que c'est ça qui fait système. C'est parce que vous avez un système de boucle qui permet, parce que 75% des gares du Grand Paris Express sont en correspondance avec les RER, les métros, les Transiliens. Vous allez permettre donc de créer un mouvement, vous allez permettre de désengorger, vous allez permettre aux habitants par exemple, de Clichy-Montfermeil qui mettent 2 heures pour aller à Roissy, d'y aller en 20 minutes. On va changer la vie des gens. Donc ça c'est le premier élément. L'idée d'un Grand Paris apparaît il y a plus d'un siècle. Pendant longtemps, elle est restée associée à la volonté d'étendre la ville-centre sur ses faubourgs pour mieux asseoir son rayonnement. Plus récemment, s'est imposé dans la conscience collective que Paris et ses 2 millions d'habitants ne sauraient se projeter dans le futur sans regarder au-delà de son périphérique. L'agglomération parisienne, comme toutes les grandes villes du monde, a connu une urbanisation exponentielle qui a modifié considérablement et rapidement sa superficie. Et alors que la ville intramuros a eu des siècles pour s'organiser, à partir du XXe siècle, la ville, au-delà de ses murs, s'est étendue rapidement et s'est construite par zones successives d'habitat, d'industrie et d'activité qui se sont juxtaposées autour de grands axes de circulation rapide. Mais la ville a également changé de nature pour devenir une métropole. Elle ne tient plus dans des enceintes ou des délimitations administratives. Elle se caractérise désormais par des flux, des intensités d'échange et de connexion physiques, numériques, et par son inclusion dans des réseaux mondialisés. Un mot sur les questions financières, parce que ça a pas mal occupé l'actualité. Quand les ingénieurs de l'État, etc., ont fait cette première évaluation, ça a été fait, avant débat public, le débat public, qui a permis de rapprocher 2 projets concurrents, le projet de la région, le projet de l'État, a permis de conclure une convention entre l'État et la région, de ramener la paix dans les ménages, ce qui fait qu'on a un projet consensuel gauche-droite. Le débat public a conduit à une augmentation non négligeable, parce qu'on est passé de 39 gares à 69. Bon, premier élément. Ensuite, vous avez eu des estimations fondées sur des études. Au fur et à mesure où vous avancez dans la constitution de ce projet, vous rendez compte des difficultés inhérentes. Exemple très concret, là j'entre vraiment dans les choses concrètes. Le métro du Grand Paris, il est majoritairement souterrain, à 80%. Il passe en moyenne à 25 mètres de profondeur. Pour passer à 25 mètres de profondeur, vous devez faire l'acquisition des terrains
non pas l'acquisition des terrains en surface, mais l'acquisition des terrains en tréfonds. L'acquisition des terrains en tréfonds, parce que en droit français, quand vous êtes propriétaire d'un bout de terrain, vous êtes propriétaire, c'est écrit dans le code, jusqu'au centre de la terre. Donc si vous passez sous un immeuble collectif où vous avez 300 personnes, vous avez 300 copropriétaires d'un petit bout de terrain à 25 mètres de profondeur. Bon. Vous avez donc des process extrêmement compliqués, extrêmement onéreux d'acquisition. Quand vous accordez un marché à un grand, voilà, vous avez les trois grands, Eiffage, Vinci et puis Bouygues, quand vous accordez un lot, un bout de tronçon à un grand. Il lance ses travaux, etc. S'il tombe sur un hic lié à la pollution des sols, lié à des choses que vous ne pouviez pas anticiper, soit il vous dit je le prends, je le finance, mais à taux plein, soit vous vous dites à ce moment-là, moi, Société du Grand Paris, je dois relancer un marché public, mais si je relance un marché public, je serai obligé d'arrêter le chantier. Si j'arrête le chantier, je paie des pénalités. Et si je paie des pénalités, ça me coûte plus cher. Donc vous avez toute une série d'éléments qui font qu'au fur et à mesure, le projet a été requalifié. Moi, quand j'étais à la SGP, le Premier ministre de l'époque nous a demandé en 2013 de procéder à une réestimation du projet. Et le projet a été réestimé à 25 milliards d'euros. Et à ce moment-là, le gouvernement nous a dit, très bien, 25 milliards d'euros, mais comme c'est trop cher, vous allez en baisser le coût de 3 milliards. Et vous allez en plus donner 2 milliards pour financer les RER et le prolongement de la ligne 11 ou de la ligne 14. Donc, tous ces éléments expliquent, quand vous les ajoutez, des questions de surcoût. Puis mon successeur, une fois que j'étais parti, a réévalué le projet, on est passé à 28 milliards. Bon. Aujourd'hui, le sujet pour l'État, c'est comment faire en sorte de réaliser ce projet dans les délais, d'ici à 2030, et le Premier ministre a donné toutes les garanties, ça sera fait d'ici à 2030, mais sans que ça n'obère la capacité d'endettement de la France. Je m'explique. La dette de la Société du Grand Paris est à l'établissement public de l'État et de la dette maastrichtienne. Et donc, vous devez rester dans les 3% de points de PIB. Et comme vous avez déjà une dette d'État qui est très importante, une dette de la SNCF qui est très importante, vous avez une dette de la Société du Grand Paris qui risque d'être très importante. Et donc, le gouvernement a dit il faut étaler le projet pour détendre, pour rester dans les clous des normes fixées par Bruxelles. Ce qui explique qu'il y a 15 jours, le Premier ministre a dit tout sera réalisé d'ici à 2030, mais on revoit le calendrier. On commence par les lignes qui sont les plus concernées par la vie quotidienne des gens et celles qui sont concernées par les Jeux Olympiques, vous me posez la question, de façon à ce qu'on sécurise l'organisation de ces Jeux. Donc la desserte du Bourget sera assurée, la desserte d'un certain nombre de sites olympiques sera assurée, mais un certain nombre de lignes sont renvoyées à plus tard, et naturellement ça a des impacts sur les projets de développement. Par exemple, le plateau de Saclay devait être desservi en 2024, c'est renvoyé en 2027. Quand vous savez que les écoles ont des programmes de déménagement, quand vous savez que quand vous voulez circuler sur le plateau de Saclay, c'est quand même la croix et la bannière, naturellement, tout ça suscite des mécontentements. Mais moi, je suis optimiste en ce sens, ça se fera, ça prendra peut-être un peu plus de temps. L'essentiel, c'est de ne jamais s'arrêter. Parce que si vous vous arrêtez, vous n'êtes jamais sûr de reprendre, et plus un chantier dure, plus il coûte cher. Donc vous avez intérêt quand même, dès que vous pouvez, à gagner du temps pour avancer. Un des sujets qui nous a réunis ce soir, c'était donc, c'est une conférence du CEO Studio, et donc on s'est posé la question qu'est-ce que être pour vous un bon dirigeant, et quels conseils avez-vous à donner aux futurs dirigeants qui sont dans cette salle? Les conseils, c'est toujours compliqué, donc on verra ça après. Je ne sais pas si je suis un bon dirigeant, donc qu'est-ce qu'être dirigeant? En tout cas, c'est d'abord prendre ses responsabilités. Si vous êtes patron d'une ETI qui fait 4200 salariés, vous avez 250 élus, 4200 salariés, 50 établissements, un nombre de partenaires absolument incroyable, ça va des communes en passant par la région, l'État, les pôles de compétitivité, etc. Vous devez déjà prendre vos responsabilités, ça veut dire que vous devez décider.
Être dirigeant, c'est accepter de piloter. C'est prendre des décisions difficiles. Ça veut dire avoir le courage, quand vous vous dites on va faire partir 1000 personnes de la maison, c'est pas simple. Parce que derrière, vous savez que vous avez quand même, au-delà de ce chiffre vertigineux, vous avez le moment où vous examinerez les dossiers individuels des personnes qu'à un moment ou à un autre, il faudra peut-être licencier si on n'a pas trouvé à les reclasser. Et donc, ça veut dire déjà exercer ses recettes dans le domaine du pilotage et de la décision. Être dirigeant, c'est décider. Mais c'est décider, c'est pas décider seul. Bien sûr, il y a un moment où c'est vous qui prenez la décision. Et quand vous êtes préfet, c'est un métier où vous êtes très seul quand vous êtes préfet, parce que vous êtes toujours en représentation. Et quand vous vous dites, est-ce que j'envoie la force publique ou est-ce que je prends la bonne décision face à une crise, c'est vous qui la prenez. Donc de ce point de vue-là, j'étais un peu entraîné à ça, mais vous avez toujours besoin d'échanger. Il faut surtout faire attention à ne pas être isolé, à ne pas être dans sa tour d'ivoire, à avoir des visiteurs du soir qui sont capables de vous dire droit dans les yeux, attends, t'es en train de te planter là, t'es en train de faire une bêtise, tu peux pas dire ça ou tu peux pas faire ça. Et il faut l'accepter. C'est important d'avoir aussi un COMEX et des personnes qui sont auprès de vous, qui seront suffisamment franches avec vous. On sait tous que quand vous avez, quand vous exercez une responsabilité, vous pouvez avoir aussi des phénomènes de c'est très bien ce que vous faites. Il faut faire très attention à ça, parce que il faut savoir négocier. Il faut savoir accepter de discuter, savoir négocier. Voilà, enfin, je m'étais fait ma petite checklist, parce que j'étais sûr que vous me poseriez cette question. Donc, je regarde si j'ai rien oublié. J'ai noté piloter, décider, négocier. Ah si, embarquer tout le monde. Ça, c'est très important. Quand vous êtes dirigeant, vous êtes un ensemblier. Il faut jamais l'oublier. D'une part, vous dirigez pas pour vous tout seul. Vous dirigez parce que vous êtes investi d'une mission. Que cette mission, elle est par nature temporaire et que vous rendez des comptes. Moi, je rends des comptes au président, je rends des comptes à l'Assemblée générale. Quand j'étais préfet, je rendais des comptes au gouvernement. Et c'est normal de rendre des comptes. Il faut avoir ça à l'esprit. Et donc, vous devez embarquer. Embarquer, ça veut dire embarquer les collaborateurs. Ça veut dire embarquer les organisations syndicales. Ça veut dire embarquer les élus. Ça veut dire embarquer vos partenaires. Et embarquer, ça veut pas dire les phagocyter. Ça veut pas dire, c'est pas du tout négatif. C'est créer un mouvement où, parce que vous prenez des décisions que vous expliquez, donc il faut prendre du temps pour expliquer. Parce que parfois vous êtes amené à prendre des décisions compliquées, mais si vous avez l'honnêteté d'expliquer les choses, ça passe beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'étais à la Société du Grand Paris, j'étais à la tête d'une maison où il y avait 125 collaborateurs et on pilotait un projet à 25 milliards d'euros. Je suis arrivé à la Chambre avec 5200 collaborateurs, mais il n'y avait pas 25 milliards d'euros. Puis les euros, ils ont plutôt été dans le sens de la diminution. Donc c'est très différent, vous allez me dire, deux maisons très différentes. Oui, mais à la Société du Grand Paris, moi j'avais pour rôle d'embarquer, par exemple, les maires, d'embarquer nos partenaires, de passer des conventions de partenariat avec un certain nombre d'acteurs clés pour le développement du projet du Grand Paris. C'était tellement frais qu'il fallait faire très attention aux équilibres politiques, droite, gauche, etc. Et donc il fallait pouvoir embarquer les préfets de département dont vous aviez besoin parce qu'ils accordaient les permis de construire. Il fallait embarquer les élus parce que les élus, un maire chez lui, quand vous dites on va vous construire une gare, ça va avoir des impacts sur l'environnement et sur les commerces et sur vos activités, il faut qu'ils comprennent et c'est normal. Et à la Chambre, toute chose égale par ailleurs, il faut continuer d'embarquer les uns et les autres dans un projet collectif avec une maison qui s'est adaptée, qui va encore devoir s'adapter parce qu'on a encore une diminution de nos ressources fiscales en 2018, mais qui a absolument la capacité de le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que bien qu'en ayant fait partir 1000 personnes, bien qu'en ayant revu l'ensemble de nos process, etc., on a augmenté notre chiffre d'affaires. On est moins dépendant par rapport à la ressource fiscale.
qui ne représentent plus aujourd'hui, qui représentent moins de 50% de nos ressources. On a augmenté notre nombre d'étudiants, on a augmenté notre nombre d'apprentis, on a augmenté notre nombre d'entreprises accompagnées. Donc, on s'est remis en cause. Et d'une difficulté, il faut faire un bien. Merci pour toutes ces réponses. On va maintenant accueillir Victor pour une partie un peu plus ludique. Donc bonsoir monsieur, merci beaucoup d'être ici avec nous. Alors on va passer du coup, comme l'a dit Manon, à une partie un peu plus ludique de la conférence. On va jouer à 2 jeux, quand même un peu sérieux. Donc le premier c'est le Fast and Curious, je sais pas si vous connaissez le principe. Vous connaissez le principe ou pas? Moi j'ai vu Fast and Furious, mais pas Fast and Curious. Alors le Fast and Curious c'est en gros, à l'écran il va y avoir 2 propositions. Et vous allez devoir choisir le plus vite possible une des 2 propositions. Vous êtes prêts? Je vais essayer. Allez, c'est parti. Piéton sur berge ou voiture sur berge? Faut que je choisisse? Ouais. Je vais vous dire les 2, mon général. Ok. Bon, ça, c'est un peu triché, donc du coup. Ouais. Mais on accepte pour la première. Paris ou Francfort? Paris. Ouais. Public ou privé? Les 2. Ah bah oui, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Hein. Ah oui, mais non, mais vous avez vu mon parcours, c'est compliqué. C'était le but. Hard Brexit ou soft Brexit? Moi, j'aurais tendance à vous dire hard Brexit. Mais bon. Sciences Po ou ENA? Bon, je vais vous dire ENA. Très bien. Vélib ou Smovengo? Je lis la presse comme vous, donc je vais dire Vélib. Alors, deuxième jeu, c'est si vous étiez, donc c'est très simple, si vous étiez une entreprise du CAC 40. Oui. Ça serait laquelle? Ça serait laquelle? Alors ça, je m'attendais pas du tout à ça. On est très, très imaginatif à Tribune. Et je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas si c'est une entreprise du CAC 40, mais en tout cas, moi, je suis très admiratif d'une réussite industrielle qui est l'entreprise Deco. Très bien. Je m'arrête 30... Hein? Ouais. Je m'arrête 30 secondes là-dessus. Quand vous regardez le parcours de Jean-Claude Decaux, qui a réussi à imposer un mobilier urbain dans le monde entier sans qu'il y ait aucune réglementation qui le demande, hein, par la force d'un savoir-faire industriel et de l'audace, bah, moi je dis chapeau. Très bien, merci. Et la dernière, un arrondissement de Paris. Je vous rappelle que le SCP c'est dans le 11e. Hein? 15e. Très bien. Oui, pourquoi? Non. Voilà. Alors on va passer à la dernière partie de la conférence qui est les questions du public. Donc est-ce que le public a des questions? Bonjour Monsieur Guyot, nous avions tout à l'heure eu l'occasion d'échanger déjà un petit peu. Je suis étudiant dans cette école et j'avais justement une question à propos donc des coupes budgétaires que l'État a réalisées au niveau de la CCI. Dans les écoles de commerce, en tout cas pour celles du top 5, les frais de scolarité s'élèvent au minimum aux alentours de 10 000 €. Plus ou moins selon les écoles. Et à contrario, dans les écoles d'ingénieurs, les frais de scolarité sont beaucoup moindres, voire parfois les élèves sont rémunérés pour étudier, alors même qu'ils se destinent parfois au même métier que nous. Ces coupes budgétaires sont-elles pas un exemple supplémentaire du fait que l'État se désinvestit encore un peu plus des écoles de commerce comparativement aux autres écoles comme les écoles d'ingénieurs, les écoles normales? C'est sûr qu'on peut s'étonner quand même parfois des différences de traitement. Moi, je suis passé par Sciences Po. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, ça devait être 600 francs par an. Je pense qu'aujourd'hui, Sciences Po, c'est entre 10 et 15 000 € par an. Et pourtant, il y a des financements de l'État très importants à Sciences Po. C'est pas une pierre dans le jardin de Sciences Po, hein, je vous donne des éléments de constat. Quand vous êtes à l'ENA ou quand vous êtes à Polytechnique, vous êtes élève administrateur, vous êtes payé, vous êtes apprenti fonctionnaire et vous avez un engagement décennal, en tout cas à l'ENA. À partir du moment où vous êtes intégré à l'ENA, vous êtes payé, mais vous devez 10 ans à l'État.
Et si vous n'accomplissez pas ces 10 ans, si vous repartez dans le privé, c'est la boîte privée qui doit vous racheter, ou en tout cas, vous devez rembourser à l'État l'équivalent des frais de scolarité, ce qui me semble normal. Donc, dans le paysage des écoles françaises, il y a quand même des différences importantes. Alors, c'est vrai que dans tout le domaine des business schools, où les chambres, d'ailleurs, ont été à l'origine très très souvent de la création de ces écoles partout en France, hein, parce que là, sans doute, il n'y avait pas d'initiative de l'État, ni d'initiative du privé total. L'État a sans doute eu tendance à considérer, au fur et à mesure des années, que c'était des écoles qui ne relevaient pas de la sphère d'État. Et pourtant, moi je considère que ce qui se passe ici, que ce qui se à ECP Europe, que ce qui se passe à Essier, qui est l'école d'ingénieurs de la Chambre, ou ce qui se passe à Essim, qui est une école à Rambouillet, on est dans une mission d'intérêt général. C'est peut-être pas du service public au sens stricto sensu, mais quand vous regardez un peu la jurisprudence, elle est assez pauvre, mais il y a quelques éléments qui vous renvoient quand même à une mission d'intérêt général dans le secteur de l'enseignement et de la formation. Et donc, je trouve surprenant ou choquant que l'État se désengage. Alors, mais c'est pas l'État qui se désengage, puisque l'État, par exemple, ne verse rien à ESCP, ni à HEC, ni à ESSEC. C'est la Chambre qui a assuré des financements en tant qu'établissement public d'État. Et l'État dit à la Chambre, vous aurez moins d'argent. La Chambre est obligée de faire des choix. Et ces choix, là aussi, à votre question, c'est quoi diriger, c'est quoi décider, tout ça, naturellement, se fait sous le contrôle du président et des élus qui décident in fine. Mais quand on dit la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France va arrêter sous 3 ans d'assurer le fonctionnement de ces grandes écoles, je ne parle pas d'investissement, elle sera toujours présente pour l'investissement. Mais ces grandes écoles vont devoir apprendre à être plus autonomes aussi de ce point de vue-là. C'est une des conséquences des décisions de l'État. Et c'est pas pour s'en prendre particulièrement à telle ou telle école, mais quand vous avez déjà fait partir 1000 personnes, quand vous avez 1000 personnes, je ne vous ai pas parlé de l'impact immobilier. Hein. En 3 ans, on s'est séparé de 130 000 mètres carrés. 1000 personnes, naturellement, ça a des impacts sur vos organisations, vos sites, etc. Donc, quand vous êtes amené à prendre des décisions de fond, on a dit à l'État, écoutez, c'est simple, vous nous demandez à partir de 2018 à nouveau de faire des efforts, nous sommes sous votre tutelle, nous allons les faire, on est là pour appliquer les politiques du gouvernement, là, il s'implique d'État. Mais une des décisions sera d'arrêter les subventions en fonctionnement des grandes écoles. Mais on va le faire de façon progressive, sur le même calendrier que celui que nous a accordé l'État. Je m'explique. On a discuté avec le préfet de région qui nous a accordé le droit de revenir à l'équilibre sous 3 ans. Donc, on répercute sous 3 ans un certain nombre de mesures, dont celle-là, c'est pas la seule. On va faire aussi des mesures sur le fonctionnement, d'optimisation, sur un certain nombre d'autres sujets. Mais vous êtes obligés. On relève le défi et en même temps, on le relève de façon suffisamment discutée, négociée avec l'État pour que ça passe. Est-ce que vous ne trouvez pas ça malheureux que l'État se retire justement par la Chambre de commerce pour que justement les écoles de commerce grandissent et deviennent plus fortes, plus présentes? Par exemple, le SCP a un budget à peu près de 77 millions, comparé à HEC qui a un budget de 130 millions. Est-ce que vous considérez que les chambres de commerce se retirent progressivement du financement de l'école, ça permettrait à ECP de devenir la première business school d'Europe? Moi, non. Alors, je prends pas la question comme vous, parce que je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure. D'une difficulté, il faut faire un bien. Il ne faut pas avoir peur de revoir un peu les modèles, quand même. Parce que si vous êtes en permanence dans le raisonnement consistant à dire il n'y aura plus d'argent public, donc ça va nous affaiblir, non. Quand vous êtes sous la contrainte, vous êtes beaucoup plus intelligent, vous êtes beaucoup plus audacieux et vous y arrivez.
Et ça, là-dessus, je suis formel, parce qu'on se l'est appliqué. On a été sous la contrainte, et on est encore sous la contrainte budgétaire. On a fait partir ces 1000 personnes et cette réduction de masse salariale. On a revu tous nos process. Eh bien, on a réussi à améliorer nos résultats aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'une maison comme ESCP va y arriver. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Parce que vous avez une offre de formation qui est incomparable, parce que vous avez cette dimension européenne que vous êtes les seuls à avoir. Ça, c'est un capital extraordinaire. Le fait d'avoir ces 6 campus, le fait de pouvoir devenir et être reconnu comme la business school européenne, de l'Union européenne, ça a énormément de sens. Quand vous avez un chef de l'État qui vous dit « moi je veux relancer la construction européenne, qui reprend des initiatives en la matière, une France qui réoccupe le devant de la scène, là où pendant des années on était un peu effacé derrière nos amis allemands, je trouve ça très bien. Et donc, je suis persuadé que cette école, elle a non seulement les moyens de surmonter cette difficulté, mais les moyens de rebondir. Ça, alors là, j'ai aucun doute. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans le public? Bon alors, oui, je crois que là, par rapport à c'est notre directeur Franck Bournois là qui ne pouvait pas ne pas intervenir sur ce... Non, j'ai pas de questions, je serai court. Vraiment remercier Étienne Guyot parce que on connaît tous l'agenda et la charge, et je crois que c'est un vrai plaisir, mais c'est aussi un vrai signal qu'il envoie à ESCP Europe ce soir avec l'organisation exceptionnelle d'Alexandre. Bon, quand on a été préfet, moi j'ai retenu, lorsque j'ai beaucoup fréquenté le CSAT, qu'il y a 2 qualités incroyables qu'il faut avoir, c'est autorité et disponibilité. Et je trouve que en étant disponible comme il le fait ce soir, c'est vraiment pour ESCP Europe très fort. Et puis, ce qu'il a dit sur les qualités du dirigeant, en particulier sur l'autorité, il l'incarne parce que c'est tout à fait, je trouve, et merci beaucoup de nous aider dans ce sens, parce que c'est le discernement et puis, en effet, trouver des voies uniques que l'école va avoir. Sur l'Europe, je voulais simplement dire que, en effet, ça aurait pu être un peu plus poussé dans les échanges, mais merci de le redire. Cette carte, elle est exceptionnelle. J'étais ce matin avec Thierry Coulon, comme tu le sais, à l'Élysée, sur l'enseignement supérieur. Il disait exactement la même chose. C'est que il y a une marge de progression qui fait que finalement, on a déjà un modèle intégré européen que beaucoup vont nous envier, mais là, c'est la même chose. Quand tout le monde va maintenant se mettre dans le dispositif européen, ceux qui, comme nous, avions une longueur d'avance, il va falloir retrouver quelque chose. Parce que, et ça, c'est bien aussi. Et je crois qu'il va falloir peut-être penser à un dispositif complémentaire, peut-être dans les villes où on est déjà, et on s'y emploie. Et puis, je voulais aussi dire combien je partageais en termes d'identité et puis aussi de qualité sur l'ensemble des duels des mots là dans le Fast and Curious. Je crois que c'est le privé public, c'est très difficile. On a une chance incroyable dans SCP Europe et dans les écoles de la Chambre, et c'est d'avoir un personnel qui désormais dans le cadre de l'ESC est public et privé pour certains, et cette cohabitation elle est extrêmement riche. On a toute la dimension de l'actionnaire chambre acteur public, et puis on a aussi toute la marge de manœuvre où on doit beaucoup faire encore avec les entreprises qui nous soutiennent et qui nous soutiennent pas simplement dans le contexte français mais aussi dans le contexte européen. Voilà. Donc Étienne, merci. Ce n'est pas qu'un mot personnel, c'est un mot institutionnel, et je crois qu'on peut applaudir notre directeur général. C'est moi qui vous remercie, parce que c'est toujours des moments extrêmement denses, extrêmement riches d'avoir la question. Et je trouve que c'est bien. Donc j'espère qu'il n'y a pas de questions rentrées. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous dans cette maison que j'aime beaucoup. Et qui, je le dis aussi, il va se boucher les oreilles, mais voilà, Franck est arrivé il y a un peu plus de 3 ans à la tête de cette maison, et cette maison, elle se transforme de façon extrêmement positive, à la très grande satisfaction de la Chambre, de ses élus, de votre serviteur,
C'est un superbe défi que tu relèves avec ton équipe, et je trouve que c'est un nouveau statut, de nouvelles opportunités de développement, une plus grande autonomie, une maison-chambre qui sera toujours derrière, toujours là, toujours. Il y a ça, et là, n'ayez absolument aucun doute là-dessus. C'est fondamental, hein, fondamental, mais en même temps, qui dit, il y a une grande école, elle a aussi sa propre partition à jouer dans un ensemble, et c'est bien. Voilà. Merci à vous. Une petite seconde, donc c'est vrai que là, on pourrait dire, quand on voit ce que les propos du directeur Franck, les propos de Franck et d'Étienne, on peut dire, et pourtant elle tourne, quoi. On pourrait dire ça de la France, de l'ESCP Europe, de la Chambre. Alors vraiment, et nous, alors c'est différentes familles, le SCP Europe, bien évidemment, dont la Chambre, dont les étudiants, dont le personnel, dont les professeurs, dont la direction. Deux petites choses quand même. Sur notre CEO Studio, en plus, c'était très enrichissant ce soir. Parce que là, pour la gouvernance, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, ça pourrait faire l'objet d'une suite, d'une intervention éventuellement, les cours, sur le style de dirigeance. Là, je sais que vous aimez bien dire qu'il faut homogénéiser sans assécher. Et là, vous y arrivez. Et en plus, tout en gardant la crédibilité et l'innovation. Donc ça, c'est avec en plus vous rendez palpable une vraie boîte à outils, on a l'impression, de la prise de décision. Donc pour notre cours du CEO Studio, c'est très intéressant. Et ça ferait l'objet, je finirai là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'une suite. C'est sur, on n'a pas parlé de la digitalisation, des secteurs publics face à la digitalisation. Et là, ça c'est encore autre chose. Donc sur les modèles économiques, comment s'adapte la structure publique par rapport aux nouveaux modèles économiques qui sont les flux. C'est plus des flux, c'est plus des rythmes, les entreprises, c'est plus des filtrages d'informations, des productions de contenu, des partages de contenu, tout ça. Comment ça se partage, comment s'adapte l'institution publique. Et ça fera l'objet de votre venue, certainement, et qui nous fera très plaisir, vu les élèves et vu comment ils vous plébiscitent, par rapport à l'intervention d'un cours. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, super. Longue vie à toute ce nouveau développement, cette phase 2 de l'ESCP Europe avec la Chambre comme actionnaire de référence qui nous accompagne. Merci Alexandre, merci. Merci.